Bonsoir Alain Dikoff. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste d'Israël. Les Israéliens qui votent demain pour élire leurs députés, donc leur futur Premier ministre. Une élection qui prend l'allure d'un référendum pour ou contre Benyamin Netanyahou. Alors Alain Dikoff, est-ce qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour remporter le vote ? En tous les cas, il est bien placé. Et en tous les cas, il a en particulier un avantage, c'est sa capacité à constituer une coalition après les élections. Parce qu'il faut bien rappeler qu'en Israël, on vote à la proportionnelle. Et donc, évidemment, il est important d'avoir un certain nombre de députés de son parti. Lui, c'est donc le Likoud. Mais ce qui est en fait capital, c'est la capacité à constituer une coalition. Et vu tous les sondages et ce qu'on connaît de la situation interne en Israël aujourd'hui, il a de fortes chances de pouvoir rassembler les partis qui sont plus à droite et même au centre droit autour de lui que son adversaire, en particulier Benny Gantz. Autre secret quand même, sa longévité. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans depuis non-stop. 2009. Oui, il était déjà en poste entre 1996 et 1999. Mais c'est vrai qu'il est en poste depuis 2009. Donc là, s'il est réélu, ce sera la 4e fois qu'il se succède à lui-même de façon continue. Et je dirais que oui, il a de fortes chances de le faire. Malgré les procédures judiciaires, fraude, abus de confiance, corruption, ça n'a pas eu de conséquences sur l'électorat ? Non, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que le fait que le procureur de l'État lance des procédures contre lui sur les chefs d'inculpation que vous avez évoqués puisse conduire à une déperdition de voix significative. En fait, on peut dire aujourd'hui avec certitude que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les gens qui n'auraient pas voté pour lui n'ont pas changé d'avis, évidemment, et ceux qui, de toute façon, allaient voter pour lui, de façon massive, n'ont pas non plus changé leur vote. Ce qui veut dire que les camps politiques sont extrêmement structurés et que ceux qui sont fidèles à la droite, c'est-à-dire les milieux populaires, des juifs orientaux, certains juifs religieux, et aussi les juifs d'origine de l'ex-Union soviétique, lui restent fidèles. Ce qui a marqué particulièrement cette campagne, c'est la grande agressivité qui a régné tout du long. Fake news, clips vidéo très violents, dénigrement entre partis. Est-ce que ça, c'est une spécificité de cette campagne-là ou c'est le jeu de la politique en Israël ? Non, ça n'est pas habituel. Ça dépend vraiment si la compétition est très forte, ce qui a été le cas cette fois-ci quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une compétition forte avec le parti bleu et blanc de Benny Gantz, qui est nouveau, et on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et il est assez clair que Netanyahou a cherché à une logique de confrontation et de clivage parce qu'il voulait délégitimer un adversaire qui potentiellement pouvait être dangereux pour lui. Donc ça a été le cas cette campagne. Ça a été le cas, par exemple, si on remonte beaucoup plus loin dans le temps, en 1992. Il y a eu des moments où les campagnes ont été très, très rudes. Mais là, c'est vrai qu'elle l'a été de façon un peu plus importante parce que, justement, il y avait quand même une incertitude au départ. Et puis, alors là, tous les coups, quand même, étaient permis. On a vu la justice décrédibilisée, en tout cas critiquée, des tentatives de décrédibilisation, les ONG, les médias également, les journalistes. Je pense notamment à cette affiche qui a été affichée un peu partout avec 4 grands journalistes, vedettes qui ont enquêté sur les affaires de Netanyahou. Et voilà, le Likoud a diffusé cela avec ce sous-titre. Ils ne décideront pas, sous-entendu, ils ne décideront pas pour vous, électeurs. Les tentatives comme ça de décrédibiliser la presse, ça fonctionne ? Ça fonctionne, oui, c'est sûr, parce que, en tous les cas, auprès d'une partie évidemment de l'opinion, mais c'est vrai que dans cette logique de clivage, l'attaque contre les médias, l'attaque contre la justice, en effet, a été très importante. En fait, ce que Netanyahou veut dire à ses électeurs, c'est: pour Israël, il faut un pouvoir exécutif fort. Et avec moi, vous l'aurez. Et le slogan du Likoud, c'était d'ailleurs un Likoud fort et un Israël fort. Donc ça veut dire, votez pour moi, vous aurez un homme qui défendra vos intérêts, alors que mon adversaire, nous ne savons pas trop ce qu'il pense, parce que c'est un novice en politique. Alors là, vous faites allusion, au général. Oui. Chef d'état-major, il a travaillé pendant 38 ans dans l'armée, il s'appelle Benny Gantz. Absolument, absolument. Alors, c'est un novice en politique, en revanche, parce que comme il a été militaire tout au long de sa vie, il n'a pas beaucoup d'expérience politique, et il a cherché à se positionner comme, en effet, une alternative à Netanyahou, un homme neuf en ce sens-là, en tous les cas en politique tout au moins, il l'est, et pour ouvrir une alternative. Il y est parvenu dans une certaine mesure. Sur quel dossier ?
Parce qu'il propose une politique très sécuritaire aussi. Oui, absolument. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit quand même que, globalement, le jeu politique s'est déporté vers la droite. C'est-à-dire que même le centre-gauche est obligé de montrer qu'il est patriotique. D'ailleurs, le nom du parti, enfin de la coalition plutôt, est assez intéressant. De sa coalition, bleu et blanc, c'est les couleurs du drapeau israélien. Donc ça veut dire, je suis aussi un patriote. D'ailleurs, il s'est entouré de 3 chefs d'état-major parmi les 4 premiers candidats de la liste. Il y a 3 généraux quand même. Donc c'est aussi un signe pour dire, regardez, avec moi, la sécurité sera garantie, la preuve. Et sur certains points, il adhère finalement à des positions qui sont aussi celles de Netanyahou. Par exemple, Netanyahou évidemment a pu se satisfaire du fait que Donald Trump ait reconnu l'annexion du Golan en 1981, donc le Golan qui était syrien. Eh bien, Gantz est sur la même position. Dans la plateforme de leur parti, il y a aussi le fait que la souveraineté d'Israël doit rester sur le Golan. Donc on voit bien que la gauche ou le centre-gauche court aussi un petit peu après la droite. Justement, vous parlez de ce glissement vers la droite et de plus en plus vers la droite. On voit aussi que Netanyahou recherche des électeurs à l'extrême droite. Ça fait partie de sa stratégie de surenchère aussi populiste. On l'a vu avec Vladimir Poutine, avec Trump, vous le disiez, mais aussi avec Bolsonaro, le président brésilien, ou même en Hongrie. Alors là, il y a 2 choses. Il veut à la fois se présenter comme un homme d'État qui a des contacts avec les grands de ce monde, donc Poutine, Trump et Bolsonaro. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de montrer que, disons, le type d'idéologie qu'il défend aujourd'hui, que Netanyahou défend aujourd'hui, c'est-à-dire en effet une droite, mais qui devient de plus en plus populiste et à certains égards qui met en œuvre ce qu'on appelle des mesures non libérales, comme en effet essayer de limiter le pouvoir des juges et ce genre de choses, ou contre les ONG, et bien qu'il n'est pas tout seul, que dans le monde, il y en a bien d'autres qui sont aujourd'hui sur cette ligne et que quelque part, finalement, la politique mondiale va plutôt dans ce sens-là, ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc il se présente comme finalement quelqu'un qui adhère, qui est dans le mouvement d'une dynamique mondiale. Dernière sortie quand même de Benyamin Netanyahou il y a quelques jours à peine. Il a annoncé que s'il l'emportait, il lançait l'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie. Alors, pour être précis, il a dit qu'il annexerait les colonies. Pas l'ensemble du territoire. Donc, alors après, ça dépend ce qu'on met exactement dans le périmètre de ces colonies. Bon, les colonies, il faut savoir qu'il y en a à peu près 130 aujourd'hui qui ont été construites depuis 1967, que ces 130 représentent à peu près 10% en surface de la Cisjordanie, si on mesure de façon très très stricte, ou sinon 40%, ce qui est énorme du coup. Il va contre l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU, Évidemment. Il franchit une ligne rouge. C'était tabou jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas dit officiellement. Alors, certains le disaient, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que non, justement, il laissait jusqu'alors des partis qui étaient plus à droite que le sien, comme le Foyer juif, à aller dans cette direction-là. Mais lui, c'est la première fois qu'en tant que chef du Likoud, il l'annonce officiellement. Il le fera ? Je n'en sais rien. Je pense qu'il verra un petit peu l'état de l'opinion, mais évidemment, il y a des choses qui l'encouragent à aller dans ce sens-là. Par exemple, le soutien que Trump lui a accordé sur l'annexion du Golan, le fait que Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'était évidemment un acquis pour lui il y a 1 an et demi. Donc les choses vont plutôt bien pour lui. Merci Alain Dickhoff pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur de recherche au CNRS. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le clap de fin pour le grand débat national. L'heure du bilan a sonné. Aujourd'hui, c'est dans l'air est intitulé Grand débat, ce que veulent les Français. Ne bougez pas.